Nous sommes le 28 novembre 2017, vers 19h15. Quand le téléphone de la gendarmerie de Vimy sonne, le planton décroche et là un homme affolé lui raconte qu'en rentrant chez lui, il a trouvé un message accroché à sa porte. Il provenait de ses voisins qui eux-mêmes avaient été contactés par téléphone par une dame. Le message est le suivant. Une dame m'a téléphoné pour vous informer qu'elle avait trouvé votre chien au rond-point de la polyclinique de Bois-Bernard. Voici son numéro pour que vous puissiez le retrouver. Le gendarme lui demande ce qui l'inquiète autant, si son chien est en sécurité, où est le problème. John Stablinski, puisque c'est comme ça qu'il se nomme, lui raconte alors que sa femme était en train de se promener avec le chien et qu'il n'a plus de nouvelles d'elle depuis 16 heures. Il trouve également bizarre que le chien de Laurence ait été retrouvé à Bois-Bernard qui se situe à 7 km de chez eux. Les gendarmes se déplacent à Farbu, une petite ville entre Lens et Arras. Bonjour monsieur, à quand remonte votre dernier contact avec votre épouse? Il devait être 16 heures, elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle allait promener le chien. Depuis, plus rien. Vous étiez où, vous? À la salle de sport de Lens. Est-il possible que votre femme vous ait quitté en abandonnant le chien? Non, c'est impossible, on vient juste de se mettre ensemble. Nous ne sommes pas mariés et elle avait justement rendez-vous ce soir à 19 heures chez le notaire avec son mari pour régler les derniers détails de leur divorce. C'est là que le mari de Laurence arrive. Il vient d'apprendre que Laurence avait disparu et il trouve ça vraiment bizarre. Il ne cesse de répéter ça sent pas bon, ça sent pas bon. Trois patrouilles de gendarmes fouillent les alentours. Ils suspendent leurs recherches vers minuit. Le lendemain matin, l'affaire est confiée à la section de recherche de Lille. L'affaire est prise très au sérieux car récemment, en France, il y a eu plusieurs enlèvements de joggeuses. 100 gendarmes fouillent alors le village et ses alentours. Les gens du village ne savent pas très bien qui les gendarmes cherchent, puisque le couple s'est établi dans le village il y a moins de 6 mois. John leur fournit alors une photo que les gendarmes montrent aux automobilistes lors de leur barrage autoroutier. Il faut se rendre à l'évidence, personne n'a vu Laurence la veille. Les gendarmes décident alors de fouiller la maison. Ils y retrouvent le sac à main de Laurence, ses clés, son portable, ses papiers, ainsi que des effets personnels. Les gendarmes ont conclu qu'il ne s'agit donc vraiment pas d'une fugue et commencent à questionner John sur l'emploi du temps de Laurence la veille. Celui-ci leur apprend que Laurence s'est levée avec un mal de ventre. Elle travaille à la CEPAM de l'Artois, juste à côté du commissariat de police avenue Vampel. Vers 9 heures, elle envoie un SMS à une collègue. Peux-tu prévenir la chef que je serai absente aujourd'hui, car je suis malade? Puis un deuxième à son amie Corinne. Coucou, aujourd'hui je reste au lit, je suis nage, j'ai mal au ventre, pas de sport pour moi aujourd'hui. Ensuite, John lui a préparé un petit déjeuner, puis vers midi, il est allé chercher du pain à Givenchy, le village d'à côté. Mais les boulangeries étaient fermées. Vers 14 heures, Laurence était toujours à la maison quand John est parti sur Lens pour y faire quelques courses, notamment rendre un DVD, prendre quelques médicaments à la pharmacie et enfin à sa salle de sport. C'est justement là que Laurence lui a envoyé le dernier SMS lui indiquant n'oublie pas de passer à la pharmacie. Je vais promener le chien. Depuis, plus rien. Les gendarmes le questionnent ensuite sur leur vie passée. Elle et lui se sont rencontrés il y a 1 an et demi à la salle de sport. Lui était marié, mais séparé avec enfant. Elle, n'ayant pas d'enfant, elle quittera son mari pour John. Pour le moment, les gendarmes s'orientent sur plusieurs pistes. La première, le mari qui tue son ex-future femme par jalousie pour ne pas partager le patrimoine matrimonial. La deuxième, un crime sexuel, comme il y en a déjà eu sur des joggers ces derniers temps. La troisième, une disparition volontaire. La quatrième, un accident de la route qui aurait mal tourné. La cinquième, le crime d'approche d'un très proche, son compagnon John. Concernant les crimes sexuels et l'accident de la route, étant donné qu'il n'y a pas de corps, l'enquête ne peut pas avancer et le gendarme continue de chercher. Le fait d'avoir retrouvé les effets personnels de Laurent chez elle exclut
la disparition volontaire. Reste l'ex-mari et John. Très vite, John fait part de ses soupçons aux gendarmes vis-à-vis de l'ex-mari de Laurence. C'est quand même très bizarre cette disparition, juste le jour où vous avez rendez-vous chez le notaire. Si elle est morte, la totalité de la maison lui reviendra. La vérification de l'emploi du temps du 28 révélera qu'il n'a pas quitté son bureau de toute la journée. Tous ses collègues peuvent le confirmer. Le cercle familial confirmera également qu'il n'y avait aucun conflit entre eux sur le partage de la maison et que tout se passait extrêmement bien. Il ne s'agit absolument pas d'un divorce conflictuel. John, de son côté, imprime des affiches qu'il placarde un peu partout. Il apparaît dans tous les médias à la recherche de Laurence. Il va même jusqu'à consulter une voyante qui lui dira que Laurence a des problèmes de respiration et qu'elle se trouve entre le mont Saint-Éloi et Vimy, sous la terre, près de grands sapins. Les gendarmes ne prêtent que peu d'attention aux révélations des voyantes, mais s'interrogent sur quelques détails. Pourquoi John a-t-il changé les serrures? Pourquoi le chien est-il resté propre alors qu'il y a plu toute la journée et que le trottoir était plein de boue? Il y a aussi les SMS envoyés. En effet, pourquoi a-t-elle envoyé un message à sa collègue pour prévenir sa chef alors qu'elle était en très bonne relation avec elle? En plus, le SMS disait qu'elle serait absente au masculin et non absente au féminin. Laurence n'avait pas l'habitude de faire ce genre de faute. Ensuite, pourquoi a-t-elle envoyé un message à Corinne pour dire qu'elle n'irait pas au sport, alors qu'elle savait que Corinne n'allait jamais au sport le mercredi? Les gendarmes se disent que si les SMS ne sont pas de Laurence, c'est forcément quelqu'un qui a accès au téléphone, puisque celui-ci n'a pas disparu. John devient le suspect numéro 1. Ils interrogent alors les opérateurs télécoms sur le bornage des téléphones de Laurence et de John. Ils se rendent compte que quand Laurence envoie le SMS « Je vais me promener avec le chien », le téléphone de John accroche la même bande que Laurence. À cette heure-là, pourtant John était censé être à Lens en train de faire du sport. Et toute la journée, quand John se déplace, les deux portables accrochent les mêmes bornes au même endroit. Soit Laurence était avec lui dans la voiture, ou alors John avait le portable de Laurence avec lui et il faisait des questions-réponses. Il y a aussi le problème de la boulangerie de Givenchy. Toutes les boulangeries étaient ouvertes ce jour-là, alors pourquoi John a-t-il dit qu'elles étaient fermées? Les gendarmes décident de procéder à une nouvelle perquisition. Quand ils arrivent chez John et Laurence, ils indiquent à John qu'il est libre d'assister à la fouille ou de partir. C'est avec une nonchalance déconcertante qu'il quitte les lieux. Les gendarmes sont déconcertés. Ils se disent qu'un coupable aurait voulu assister à la perquisition. Ils ne savent plus quoi penser. Ils décident de le suivre discrètement et de le surveiller. Il prend la direction de Lens et entre dans une bijouterie. Dès qu'il en ressort, les gendarmes entrent et interrogent le bijoutier. Le bijoutier leur indique que son client vient de lui vendre 2 bagues contre la somme de 40 €. Il précise que pendant leur échange, il a dit à John sur le ton de l'humour « Certainement un mauvais souvenir ?» Et John lui a répondu « Oui, on peut dire ça. » Les gendarmes présentent la bague à la mère de Laurence. Celle-ci est formelle, il s'agit des bagues de Laurence. Quel gendarme peut bien vendre les bijoux de sa femme alors que celle-ci est portée disparue? Côté perquisition, les techniciens d'identification criminelle ont découvert des traces de sang sur le matelas ainsi que dans le couloir du rez-de-chaussée. John est placé en garde à vue. Après plusieurs heures, il passe aux aveux. Oui, elle est morte. Je suis parti faire un footing. Quand je suis rentré, je pensais la trouver au lit, mais elle était morte avec un fil de fer autour du cou, accroché au lit. Je suis resté un moment assis par terre à côté d'elle. Je me suis dit qu'on allait m'accuser, qu'on allait dire que c'est moi.
J'ai paniqué, je l'ai habillée en tenue de sport, je l'ai mise dans le coffre, je suis allé au bois de Vimy. Je l'ai prise dans mes bras, je suis tombé plusieurs fois, j'ai creusé la terre. Ensuite, j'ai déposé la chienne au rond-point de la clinique et j'ai rédigé les faux SMS pour me donner un alibi. Les gendarmes ne le contredisent pas et le traitent avec la plus grande compassion en lui disant que maintenant il faut qu'elle soit enterrée dignement et qu'il doit les mener au corps. La juge d'instruction ordonne alors qu'on se rende immédiatement sur les lieux. Il est 2 heures du matin, John les conduit sans aucune hésitation en pleine forêt et retrouve sans aucun problème l'endroit. Il est mis en examen immédiatement pour homicide volontaire aggravé et envoyé à la prison d'Arras. Lors de l'autopsie, on retrouve des sillons compatibles avec un fil de fer. Le légiste réfute pour autant le fait qu'elle puisse s'être fait ça seule. En effet, il a fallu serrer longtemps et très fort. Ensuite, il y a les ecchymoses sur la tête et sur le visage. Elle a saigné abondamment et ne s'est pas faite ça seule. L'analyse de sang révèle une grande quantité d'un puissant somnifère, le zolpidem. De telles quantités indiquent qu'elle doit en avoir pris tous les jours et depuis des mois. Les gendarmes demandent également à John ce qu'il a fait du fil de fer. Celui-ci déclare l'avoir jeté dans le canal qui passe dans le bois de Florimont, dans la ville de Arnes. Après de vastes recherches, on ne le retrouvera jamais. Mi-décembre, l'avocat de John fait porter au dossier une lettre anonyme qu'elle a reçue. Celle-ci innocente John et incrimine l'ex-mari du couple et des amis. John est innocent, il est incarcéré à tort. Le vrai coupable est le mari. Il préfère voir son épouse morte qu'heureuse avec John. 15 jours plus tard, une deuxième lettre, également déposée chez son avocat. Celle-ci contient un plan indiquant l'endroit où les bijoux de Laurence sont enterrés. Toujours dans le bois de Florimont, là où les gendarmes avaient recherché le fil de fer. Les gendarmes vont chercher, mais ne trouveront jamais rien. Ils font de nouvelles investigations concernant le mari et le couple d'amis. Le mari a un solide alibi et son ami dentiste a consulté toute la matinée. Sa femme, elle, a fait des courses et les tickets de caisse et les relevés bancaires le prouvent. La cellule de John est fouillée. On y retrouve un bloc-notes, des enveloppes et des crayons. Le grammage du papier est identique à la lettre anonyme. Les enveloppes sont similaires et on découvre un foulage. Un foulage, c'est le creux qui apparaît sur la feuille sous laquelle on écrit. Des experts graphologues retrouvent de nombreuses similitudes entre les lettres écrites sur le bloc-notes et les lettres anonymes. On retrouve aussi de nombreuses fautes d'orthographe communes au courrier de John et à la lettre anonyme. Par exemple, dans la lettre anonyme et dans les courriers de John, l'orthographe désolé finit par AIS. Une enquête de personnalité est réalisée en parallèle. Né d'un père soudeur et d'une mère épicière, puis femme de ménage, John réalise une scolarité moyenne. Il obtient un BEP électrotechnique, puis entre dans le monde du travail, tout en trafiquant du cannabis. Il part pour le service militaire dans les parachutistes, puis se marie et devient papa. Il a toujours eu beaucoup d'aisance verbale. Il trouve une place de commercial dans une société d'intérim. Il est chargé de placer des employés dans des entreprises. Il aime beaucoup les apparences et se faire remarquer. Il a toujours des vêtements de marque, des voitures de luxe. Il descend dans les grands hôtels. Il mange à de grandes tables. Il paie pour tout le monde quand il sort en soirée. Il a un train de vie de 4 sup alors qu'il n'est que commercial. D'ailleurs, quand il donne sa carte de visite, on peut lire directeur d'agence. Il essaie quand même de se rapprocher de la vérité en quittant son poste pour rejoindre une autre agence avec un poste supérieur. N'apportant pas pleine satisfaction, il est licencié au bout de 6 mois. Il cache à Laurent son inactivité en partant tous les matins
et rentrant tous les soirs, aux mêmes horaires que quand il travaillait. Il passe ses journées dans la salle de sport et avec sa maîtresse. Sans revenu, il continue à émettre des chèques et à creuser son découvert. Il vole également de l'argent à Laurence et utilise sa carte bleue. Celle-ci s'en est rendue compte, mais a mis ça sur le compte d'un piratage de sa carte. Il ne paie plus le loyer de la maison. Un jour, Laurence reçoit une relance de paiement. Elle ignorait complètement la situation. Elle en fait part à John, qui tente des explications, mais ne la convainc pas. Un jour, elle fera part à une de ses collègues des soupçons qu'elle a envers John, qu'elle a l'intention de le quitter dès qu'elle aura eu l'argent de la vente de sa maison. Le 23 novembre, soit 5 jours avant la mort de Laurence, un huissier s'était même présenté à leur domicile. Mais revenons à l'enquête. Les gendarmes se rendent compte que jamais Laurence ne s'est fait prescrire de zolpidem. Par contre, John oui, et chez plusieurs médecins. Ils interrogent également la maîtresse. Elle leur raconte que la dernière fois qu'ils se sont vus, ils n'ont pas eu de relation. Ils se sont endormis, elle s'est réveillée brusquement et il était en train de l'étrangler. On retrouve du zolpidem dans son sang, sans qu'elle en prenne. Après 1 an d'instruction, la juge le convoque. Elle lui fait part de toutes ses contradictions. L'huissier n'étant pas crédible, il change alors ses déclarations. Maintenant, il dit que c'est la mafia lensoise qui a tué Laurence. Il dit qu'un certain Marcelo est entré en contact avec lui au Sombrero, un bar de Lens. Il lui demandait de constituer des dossiers clés en main avec les coordonnées confidentielles des intérimaires postulants. Il voulait ouvrir de faux comptes bancaires et souscrire des crédits à la consommation. J'ai accepté, mais contre 200 000 euros. Il était d'accord, mais le 28 novembre, il s'est présenté avec 3 mecs. Il avait tué Laurence et voulait récupérer gratuitement les fichiers. Ils m'ont ensuite conduit dans les bois où ils l'ont enterré. C'est comme ça que je savais où était Laurence. Les gendarmes tentent de retrouver Marcelo. Ils interrogent les patrons de bars, de boîtes de nuit et tous les délinquants notoires. Mais en vain, il faut se rendre à l'évidence, John a encore inventé une histoire. Le 28 mars s'ouvre le procès devant la cour d'assises de Saint-Omer. La juge lui demande d'entrer quelle défense il allait plaider. Il répond coupable, madame le juge. Tout l'assemblée est circonspect. Après 3 ans et demi, il avoue enfin qu'il est coupable. Mais va-t-il enfin dire la vérité? Voilà ce qu'il raconte. Elle avait découvert mes mensonges, le fait que j'étais au chômage, tout ça. On s'est disputé, elle voulait me quitter. J'ai été pris d'un coup de colère, on était dans la chambre, je l'ai poussée sur le lit, je voulais la faire taire. Elle avait un collier et un foulard, alors j'ai serré, puis au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'elle ne bougeait plus. Je venais de la tuer. L'avocat général requiert 30 ans de réclusion criminelle avec 15 ans de sûreté. En moins de 2 heures, les jurés rendent le verdict. 30 ans, assorti de 20 ans de sûreté. John ne bronche pas, il ne fait rien paraître. Aucune émotion, rien. Et fait appel. Il est rejugé devant la cour d'assises de Douai en appel en février 2012. Sa défense est toujours la même. Il s'agit d'un crime passionnel, il ne voulait pas la tuer, mais les événements se sont enchaînés et elle est morte. L'avocat général lui pose quand même les questions suivantes. Pourquoi avait-elle du zolpidem dans le sang? Vous lui avez administré un somnifère jour après jour, n'est-ce pas? Ce n'est pas un coup de sang. Il s'agit d'un crime prémédité. Et enfin, il requiert 30 ans de réclusion criminelle assortie de 20 ans de sûreté. Maître Griboval, avocat de John, prend la parole. Je trouve que c'est beaucoup, comme peine. Enfin, c'est une peine disproportionnée. C'est une peine de serial killer, de multirécidiviste, de barbare. Ce n'est pas faux, mais John paye pour tous ses mensonges et prend 30 ans de réclusion criminelle assortie de 20 ans de sûreté, avec 10 ans de suivi socio-judiciaire après la sortie de prison. Si cette histoire vous a plu, si vous trouvez qu'elle a vraiment un rapport avec l'affaire en cours, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, mettez des pouces, abonnez-vous, c'est très important parce que ça me pousse à continuer à faire des vidéos.
et à bientôt.